La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Voici les titres de cette édition. George Weah, le nouvel homme fort du Libéria, a prêté serment hier lundi à Monrovia. Il succède ainsi à Ellen Johnson Sirleaf, première femme présidente du pays. La cérémonie s'est déroulée sur le plus grand stade de la capitale en présence du président en exercice de la CEDEAO, le chef de l'État fort et Ssezimna Nyasimbe. La restructuration du parti Union pour la République se poursuit pour une participation active à la consolidation de la paix au Togo. Le parti s'est doté ce mardi d'un bureau du mouvement des sages à l'issue d'un congrès à Kara. Le compte rendu dans cette édition. De soutenir le congrès de sages. Et puis les travailleurs togolais se prononcent sur la situation socio-politique du pays. 4 centrales syndicales étaient face à la presse ce matin pour lancer un appel à tous les acteurs politiques. Vous les écouterez dans cette édition également. Voilà pour les titres une fois encore. Bonsoir. Le nouveau président du Libéria, George Weah, a été investi hier lundi devant une foule de plusieurs milliers de personnes. Et dans une liesse populaire devant cette foule, il a promis de préserver les acquis démocratiques, de lutter contre la corruption et de construire un Libéria, je cite, d'égalité, de liberté, de dignité et de respect. Fin de citation. Plusieurs chefs d'État de la sous-région, dont le président en exercice de la CEDEAO, le chef de l'État fort et Ssezimna Nyasimbe, ont assisté à cette cérémonie d'investiture. Retour donc sur cette cérémonie avec Prudence Kossi Zinso. Le stade Samuel Doe de Monrovia en fusion pour l'investiture du 24e président du Libéria, George Weah. Dans la tribune officielle, une quinzaine de chefs d'État africains, dont le président en exercice de la CEDEAO, le chef de l'État, Faure Ssezimna Nyasimbe, ont fait le déplacement pour apporter leur soutien au président élu George Weah. Devant 35 000 personnes, la superstar du Libéria a prononcé ses premiers mots de président après avoir juré de défendre l'intégrité de son pays. Il s'est engagé à construire un nouveau Libéria, pays d'égalité, de liberté, de dignité et de respect. Son élection a suscité beaucoup d'espoir pour le peuple libérien. Il a promis s'attaquer aux grands dossiers de la réconciliation, de l'éducation, de la santé, du chômage ou encore des infrastructures. La légende du foot est élu sénateur de la province de Montserrado en 2014. À ce poste, loin de renoncer à ses ambitions présidentielles, la star du foot devient homme politique. Avant de s'engager dans la politique libérienne, George Weah a fait vibrer les plus grands clubs européens. Que ce soit Monaco, Paris ou encore Milan, il s'est imposé comme un buteur hors pair. La consécration ultime arrive en 1995 lorsqu'il obtient le premier ballon d'or africain. Son pays est alors ravagé par la guerre civile et c'est pour le réconcilier qu'il dit s'être engagé en politique. Il va travailler désormais avec sa colistière Jewel Taylor. Âgé de 51 ans, George Weah doit maintenant passer des paroles aux actes, prouver qu'il est capable de diriger et changer comme il a promis un pays hanté par la guerre et les épidémies meurtrières et gangréné par la corruption. Les sages du parti Union pour la République UNIR se sont donné rendez-vous à Kara ce mardi. Ils y ont tenu leur congrès constitutif, une première du genre sur le plan national, et ce congrès a été placé sous le thème « Les sages UNIR engagés pour la consolidation de la paix et de la cohésion nationale ». La cérémonie d'ouverture avec Nestor Mozo. Après le congrès du parti, celui des femmes et celui des jeunes, c'est au tour du congrès des sages de UNIC de se tenir. Le congrès des sages du parti Union pour la République est un événement inédit dans les annales de l'histoire du Togo.
Le mouvement des sages de UNIR, en se constituant, entend participer pleinement à la vie du parti. Un parti porteur des valeurs de paix. Les sages UNIR engagés pour la consolidation de la paix et la cohésion nationale est le signe sous lequel ce congrès est placé. Le rassemblement auquel nous assistons ce jour nous permet de comprendre un peu plus pourquoi nos adversaires et nos frères nous envient, pourquoi ils s'agitent autant et font tant de kilomètres de marche à longueur de journée. C'est parce que nous avons un trésor, des milliers et des milliers de sages en nos rangs. Eux autres n'en ont pas. S'ils avaient des sages avec eux, leur comportement eût été tout autre. La sagesse est le concept utilisé pour qualifier le comportement d'un individu qui montre de la conscience de soi, de la tempérance, de la prudence, de la sincérité, du discernement, le tout s'appuyant sur un savoir raisonné. Vous avez tout cela, mesdames et messieurs les sages de UNIR. Vous avez même plus. Nombreux sont en effet parmi nous des hommes et des femmes encore actifs à mi-temps ou alors militants retirés il y a peu de la vie active. Ils ont des compétences, de l'expérience et du temps. Ils sont animés du désir de servir le parti, de donner un sens citoyen à leur contribution, en mettant à disposition leurs compétences acquises au fil des années et leurs connaissances. C'est parce que nous montrons du calme et de la modération qu'on nous considère comme des sages. Participer à l'exercice de la citoyenneté nouvelle, renforcer la démocratie locale. Les sages du parti UNIR se sont retrouvés pour réfléchir à ces actions et sur la place qui doit être la leur dans la politique quotidienne du pays. À ce rendez-vous, le président de la République, président du parti UNIR, a été représenté par le militant Joseph Ogamo Bagnan. Permettez que je puisse vous transmettre la chaleur du militant président et son admiration pour votre constante disponibilité et votre promptitude à répondre aux appels du parti. Il est conforté et revigoré par la qualité de votre engagement qui l'incite à faire chaque jour davantage pour la modernisation de notre parti. Un parti politique doit être à la recherche permanente du juste et parfait équilibre entre ses propres projets de société, les aspirations de ses militants et les préoccupations des populations. La réussite de cet exercice requiert une grande maturité que seul l'âge et l'expérience peuvent conférer. Ainsi, a-t-il paru indispensable, après le congrès statutaire de Téguier, d'organiser le mouvement des sages du parti afin d'en faire un véritable cadre de réflexion et d'orientation politico-stratégique. Le parti Union pour la République a la situation en main parce que les sages continuent par l'inspirer et le guider, a ajouté le représentant du chef de l'État. Il s'est dit convaincu que ce congrès constitutif du mouvement des sages permettra la consolidation des arrière-gardes du parti. Et notez que ce congrès du mouvement des sages du parti UNIR a pris fin ce soir. Un bureau de 11 membres a été mis en place avec à sa tête le professeur Charles Kondi Agba au titre de délégué national du mouvement des sages de UNIR. Nous reviendrons sur la cérémonie de clôture de ce congrès dans nos prochaines éditions.
Je vous le disais également au titre, 4 centrales syndicales étaient face à la presse ce mardi. La Confédération syndicale des travailleurs du Togo, CSTT, le groupe des syndicats autonomes, GSA, la Synergie des travailleurs du Togo, STT, et l'Union nationale des syndicats indépendants du Togo, UNSTT, ont décidé de se prononcer sur la situation sociopolitique qui prévaut dans le pays depuis quelques mois. Sergine Raimondo, Félix Semdacha. Ils sont des travailleurs et n'ont qu'une exigence, vaquer librement à leurs occupations dans la paix et la cohésion sociale pour contribuer au mieux au développement du Togo. Raison de cette sortie médiatique des responsables de 4 centrales syndicales pour inviter les protagonistes de la crise politique, pouvoir et opposition, à mettre au cœur de leurs préoccupations l'intérêt supérieur du peuple togolais. La crise s'est installée de nouveau et devient de plus en plus corsée. Et du moment où les travailleurs font partie de la population, toutes les conséquences que ça entraîne, ils les vivent au quotidien. Et donc les centrales syndicales, du moins les 4, ont décidé de pouvoir interpeller les protagonistes pour que cette fois-ci, si on doit dialoguer, qu'on dialogue avec l'honnêteté. Si tous les citoyens togolais aiment ce pays, nous sommes arrivés à un niveau où chacun puisse rechercher l'intérêt de l'ensemble du peuple. Travailleurs qu'ils sont, les responsables des centrales syndicales ont rappelé à l'occasion qu'ils ne prennent position pour aucun camp et souhaitent tout simplement que tout soit mis en œuvre pour que la situation n'impacte négativement ni leurs activités, ni leurs conditions de vie et surtout qu'elle ne conduise au pire à la fermeture des entreprises et au licenciement des travailleurs. Dans un communiqué, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales porte à la connaissance du public que dans le cadre de la célébration de la journée du 24 janvier, il sera procédé au dépôt de gerbes demain, mercredi 24 janvier 2018, au mausolée de Sarakawa, à la place des Martyrs à Lomé et dans les préfectures. Le programme Akara. Déjà ce mardi 23 janvier 2018, depuis 18h30, se déroule un méga concert au Palais des Congrès de la ville organisé par l'artiste mondial de la chanson religieuse française Jean-Claude Gianada. Demain, mercredi 24 janvier 2018, 14h30, mise en place terminée de la population à Sarakawa. 15h, arrivée et installation des autorités politiques, administratives, traditionnelles et religieuses, militaires, forces de l'ordre et de sécurité. Prestation des chorales et fanfares. Première partie. 15h30, arrivée du chef de l'État, honneur militaire et installation du président de la République, salutation des autorités. 15h37, dépôt de gerbes au mausolée. Sonnerie aux morts. Audition du message du Père de la Nation. Discours de circonstance. Prestation des chorales et fanfares. Deuxième partie, animation populaire. 16h, départ du chef de l'État. Visite des lieux par la population. Programme à Lomé. 14h30, mise en place des populations. 15h, arrivée et installation des autorités. 15h25, arrivée du représentant du chef de l'État. Honneur militaire, salutation des autorités. 15h37, dépôt de gerbes, sonnerie aux morts. Audition du message du Père de la Nation. Audition du témoignage du général Améi. Prestation des chorales et fanfares. 16h, départ du représentant du chef de l'État. Fin de la cérémonie. À travers une rencontre régionale hier, les experts de la commission de l'UMOA maîtrisent les techniques d'enquête et d'instruction en matière de concurrence afin de développer une compétitivité entre les États membres de l'Union et lutter ainsi contre la concurrence déloyale. Et l'Union économique et monétaire ouest-africaine UMOA se donne pour objectif le renforcement de la compétitivité des activités économiques et financières des États membres. Ceci par l'établissement de marchés communs, ouverts et concurrentiels. Pour éviter cette concurrence déloyale au sein de ce marché, des mécanismes de protection ont été définis, un environnement juridique et harmonisé établi. Quels sont donc ces différents mécanismes et pourquoi faut-il protéger ce marché commun? Les réponses dans ce dossier signé Augustin Kossi. L'État de l'Union économique monétaire ouest-africaine constitue ce qu'on appelle un marché commun.
Pour la surveillance de cet espace communautaire en matière de concurrence, la commission de l'UEMOA intervient essentiellement au niveau des cas pratiques, notamment les pratiques d'abus de position dominante ainsi que les ententes anticoncurrentielles entre les entreprises. Lorsque vous avez une grande entreprise qui a un monopole et qui utilise justement cette position dominante-là pour écraser les autres petites entreprises, donc l'UEMOA est chargé de veiller à ce que une entreprise qui est en position dominante ne puisse pas abuser de cette position-là. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les ententes anticoncurrentielles, c'est-à-dire le fait pour une et une autre entreprise de se mettre ensemble, s'entendre sur le prix et faire en sorte que dans le libéralisme où on voulait que le consommateur puisse avoir la possibilité de choisir entre telle entreprise et telle autre, on ne puisse plus avoir ce choix-là. Et donc le rôle de l'UEMOA est d'intervenir dans ces situations. Il y a également une pratique qu'on appelle aide d'État. Le rôle de l'UEMOA est de s'assurer que chaque fois que l'État doit octroyer des aides à travers des réductions d'impôts et autres, que ça se fasse de sorte à ce que ça ne déstabilise pas le jeu de la concurrence. Dans chaque pays, on a des directions nationales de concurrence qui sont considérées comme des autorités de concurrence. Et chaque fois qu'on doit intervenir, c'est avec eux qu'on mène les enquêtes et qu'on essaie de déceler l'ensemble de ces pratiques. C'est donc un préalable nécessaire pour une protection efficace des économies, des entreprises, afin de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles. Il permet de contrôler l'accès au marché, l'évolution des prix et de la qualité. Ce sont des mécanismes destinés à éliminer les barrières au commerce intra-régional, à protéger le cadre régional en vue de l'harmonisation des politiques commerciales. L'opérateur économique doit pouvoir, par exemple, fixer seul ses prix, faire son activité commerciale librement. Mais si on n'encadre pas l'intervention de l'opérateur économique, on va se retrouver dans ce qu'on appelle du libertinage. Celui qui paie, c'est le consommateur. Donc notre rôle, c'est de veiller à ce que le marché soit libre, qui se déroule correctement. C'est les enquêteurs qui doivent pouvoir interroger l'ensemble des entreprises, les consommateurs, les différents distributeurs et se rendre compte qu'à un moment donné, il y a telle entreprise qui s'est entendue avec telle autre pour bloquer le prix à tel niveau et faire en sorte que les consommateurs ne puissent pas faire jouer le jeu de la concurrence. Cela nécessite également un certain nombre de pratiques codifiées dans la législation communautaire de la concurrence. C'est justement à ce rôle que s'attelle la commission de l'UEMOA avec les structures nationales des États membres en mettant en œuvre les moyens pour que le jeu de la concurrence ne soit pas biaisé. Bien entendu, avec la Cour de justice qui contrôle ces actions. Techniques d'attribution des marchés de fourniture sont au centre d'une session de formation à Kara par l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics. Le renforcement de capacité s'adresse aux responsables des collectivités locales de la région de la Kara. Nestor Mosso. Les responsables des collectivités locales et des établissements publics à caractère autonome de la région de la Kara sont à l'école des procédures et techniques d'attribution des marchés de fourniture. Des insuffisances ont été constatées dans ce domaine et l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, entend à travers cette session de formation rectifier le tir. 4 modules ont été retenus. Nous avons l'ouverture des plis, l'évaluation des offres, l'attribution et la notification et l'approbation du marché. Le choix de ces modules a été orienté par les difficultés que les autorités contratantes ont rencontrées lors de l'évaluation notamment des offres. Et quand on fausse l'évaluation, on choisirait un soumissionnaire ou un attributeur qui est moins indiqué. On achèterait l'objet qui n'est pas celui-là qu'on désirait. L'ARMP reconnaît que la gestion des collectivités locales a beaucoup évolué depuis que celles-ci ont intégré les procédures de passation des marchés publics dans leur mode de gouvernance. Ceci a été possible grâce aux formations successives organisées justement par l'ARMP depuis 2013. L'ARMP fait beaucoup de formations, mais pour ce qui concerne les collectivités territoriales, c'est de temps en temps que nous venons. Donc l'occasion s'est présentée, nous reviendrons avec d'autres thématiques qui portent maintenant sur les marchés de travaux et de services. Ces collectivités ont fait un effort louable. Nous avons des collectivités territoriales aujourd'hui qui élaborent le PPM, qui font valider le PPM par la DNCMP, qui montent des dossiers, pour ce qui concerne les procédures simplifiées, sans difficulté majeure. Mais il faut toujours continuer
à renforcer leur capacité. Parce qu'il y en a qui, dans les commissions, qui sont déjà remplacées, ainsi de suite, des départs, ainsi de suite. Et il faut toujours continuer par renforcer leurs capacités. Pour cette formation, l'autorité de régulation des marchés publics a obtenu un accompagnement financier de la Banque africaine de développement à travers le PAMOSI, projet d'appui à la mobilisation des ressources et au renforcement des capacités institutionnelles. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la deuxième séance plénière de la première session extraordinaire de l'année aura lieu le vendredi 26 janvier 2018 à 9h au Palais des Congrès, siège de l'Assemblée nationale. 96%, c'est le taux moyen de réalisation des différents projets pilotés en 2017 par le ministère du Développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. C'est ce qui résulte de la revue annuelle de ce département ministériel présenté ce matin en présence de la patronne du ministère, Madame Victoire Toméga Dobé. Le compte rendu avec Théophile Épée et Luc Assis. Le taux moyen d'exécution de la lettre de mission du ministère chargé du développement à la base, de l'emploi des jeunes et de la promotion de l'artisanat est de 96% et celui de la réalisation physique moyen du plan de travail et de budget annuel est de 87,89% pour le compte de l'année 2017. Sur le plan financier, le taux moyen d'engagement est de 99,95%. Des résultats obtenus de plusieurs actions concrètes menées par le ministère pour améliorer les conditions de vie des populations, créer de l'emploi pour les jeunes, puis réduire les disparités entre les régions. L'essentiel des actions ont été menées pour les populations et en partie par les populations. Le développement à la base, partant des populations, permet de renforcer l'inclusion, permet de renforcer également les disparités que nous notons à travers les régions, à travers les différentes préfectures. C'est fondamental d'aller vers les populations à la base, connaître leurs préoccupations, leurs besoins, pour programmer justement les différentes activités. Et c'est ce que justement le ministère fait toujours avec ses différentes agences et surtout les différents projets et programmes. Lorsqu'on parle de l'auto-emploi, les jeunes doivent comprendre qu'il ne faut pas attendre la providence de qui que ce soit. Ils doivent chercher à créer eux-mêmes. Près de 2000 groupements ont été accompagnés pour renforcer leurs capacités organisationnelles et opérationnelles. Plus de 1000 artisans recyclés et formés, ainsi que 764 plans d'affaires sont financés par les mécanismes mis en place par ce ministère. Tous ces résultats sont analysés par les partenaires, les cadres du dit ministère et les bénéficiaires des différents projets. Du point de vue de l'amélioration du cadre et des conditions de vie des communautés à la base, 277 infrastructures socio-communautaires économiques ont été mises en place ou réhabilitées. Il s'agit de salles de classe, il s'agit d'unités d'infrastructures marchandes, les hangars de marché, des forages et mini-adductions d'eau. Et ceci a été réalisé grâce à l'Agence nationale d'appui au développement à la base, l'ANADEB. Près de 89 000 élèves ont bénéficié de repas chauds dans le cadre du programme d'alimentation scolaire et 17 360 ménages ont bénéficié des transferts monétaires qui portent ainsi à près de 30 000 le nombre total des ménages touchés par la phase pilote de ce projet. Les excellentes performances du projet de développement communautaire et des filets sociaux PDC+, ont permis de mettre en place 346 infrastructures de base dans les communautés vulnérables, de financer 208 activités génératrices de revenus des groupements. Nous avons, à travers les dispositifs du FAEJ, du PRADEB, de l'ANVT et du PAEJ, créé des emplois durables pour les jeunes. Quand nous prenons que ces 4 dispositifs, nous sommes aujourd'hui à un peu plus de 6 000 emplois durables créés pour l'année 2017. Donc nous avons un peu plus de 22 000 emplois temporaires qui ont été créés à travers des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Nous avons déployé 4 220 nouveaux volontaires grâce à l'Agence nationale du volontariat et appuyé la mise en place de 768 micro-entreprises créées par les jeunes à travers ces différents dispositifs.
et nous avons réussi à mettre en place la fêtière des chambres de métiers. Au vu de ces acquis qui méritent d'être consolidés pour repousser les limites de la pauvreté au Togo, de nouvelles perspectives sont déjà définies pour l'année 2018. Il s'agit d'accentuer la mise en œuvre des services de base et de filets sociaux et la structuration de 700 nouveaux projets de jeunes porteurs d'idées d'entreprise ainsi que financer 550 plans d'affaires jugés bancables. Suite de l'opération d'achat de céréales auprès des producteurs par l'Agence nationale pour la sécurité alimentaire du Togo, ANSAT. Cette semaine, les responsables de l'agence ont posé leurs valises à Larini, à Tchamba, où ils ont fait des heureux. Ils ont acheté 80 tonnes de maïs auprès des agriculteurs de la localité. La marque Bojona. Cette opération d'achat de maïs aux producteurs du canton de Larni dans la préfecture de Tchamba est le deuxième du genre et vise à constituer le stock de sécurité de l'État. Pour cette deuxième opération, l'ANSAT a acheté 80 tonnes de maïs pour une valeur de 12 800 000 francs CFA. Actuellement, les achats que nous effectuons sont pour le renforcement du stock de sécurité. Pour le volet transformation que nous venons d'initier, ça va se dérouler dans les mêmes conditions au niveau des magasins et c'est pour ça que nous insistons que les points de regroupement de ces stocks soient au niveau des magasins pour que lorsqu'on va démarrer à grande échelle avec la transformation, que le problème de la matière première ne se pose plus, que le maïs soit disponible à tout moment au niveau de ces points et tous les opérateurs économiques pourront venir s'approvisionner. L'ANSAT aussi, dans son volet de transformation, pourra s'approvisionner au niveau de ces points et ça ira de l'avantage des producteurs. Au total, les producteurs du canton de Larni ont bénéficié de la vente de 130 tonnes de maïs pour un montant de 20 800 000 francs CFA. Nous sommes trop contents et trop fiers parce qu'on sait que maintenant, tous les producteurs, celui qui est capable, il va réussir. Là où nous sommes maintenant, on sait que le moment qu'on est là, si tu es travaillé, tu vas gagner. On a remercié Assat, le travail qu'Assat a fait dans notre milieu ici. Et on a remercié le président Foro aussi, avec son ministre de l'Agriculture. Le secrétaire général de la préfecture de Tchamba, El Hadj Tchassoudi Esso, a remercié l'ANSAT pour cette opération qui va inciter les acteurs du monde rural à produire davantage. Il a sollicité le concours des bonnes femmes et des tenanciers des boutiques pour promouvoir la vente de la farine de l'ANSAT afin que ce projet pourvoyeur d'emploi se pérennise. Restons toujours dans la région centrale, précisément à Blita, où la Caisse nationale de sécurité sociale, en collaboration avec la délégation à l'organisation du secteur informel d'OSI, a organisé une opération foraine d'établissement de carte nationale d'identité aux membres aux agents du secteur informel et aux retraités de la préfecture. L'opération vise à permettre aux bénéficiaires de prétendre aux prestations de la Caisse nationale de sécurité sociale et aussi de disposer d'une carte d'identité pour tout autre service. Nous retrouvons sur place la marque Bojona. Cette opération foraine de délivrance de carte nationale d'identité, deuxième du genre, concerne les agents du secteur informel et les retraités de la préfecture de Blita. Condition préalable pour l'obtention de cette carte, être en possession de son acte de naissance et de son groupe sanguin. Cette opération foraine de délivrance des cartes nationales d'identité permettra aux acteurs du secteur informel de faire leur contrôle de vie semestriel que nous organisons pour les pensionnés. Elle leur permettra d'avoir droit aux prestations de la CNSS et de bénéficier de leurs droits au niveau des banques. Le lancement officiel de cette opération foraine d'établissement de carte nationale d'identité
aux membres des mutuelles du secteur informel et des retraités a été accompagné par l'ONG Tous Unis pour le Développement, TUD, afin de sensibiliser les populations sur l'acquisition des pièces d'identité. Le rôle de l'ONG Tous Unis pour le Développement, c'est de parler avec les acteurs du secteur informel sur l'importance des pièces d'identité en général et de l'acte de naissance en particulier. Et sur ce dernier, nous allons accompagner les bénéficiaires dans les processus de se faire établir cette pièce, qui est la première pièce maîtresse de l'épanouissement du citoyen. C'est un soulagement pour ceux qui sont en position d'obtenir leur carte d'identité. Je suis très content pour l'établissement de cette carte d'identité nationale, parce que je suis un commerçant. Je voyage de gauche à droite. En venant sur les frontières, on me pose des questions, je n'arrive pas à m'en sortir. Donc c'est une grande joie aujourd'hui pour moi et je remercie les initiateurs de cette opération. Le préfet de Blita, Batoussa Boukari, a salué cette initiative de la DOSI et de la Caisse nationale de sécurité sociale et indiqué que la carte nationale d'identité permet d'identifier l'origine de celui qui la détient et lui permet aussi de circuler librement. Sachez également que l'Agence française de développement AFD, l'Union européenne et l'Allemagne, à travers la Banque allemande de développement, renforcent leur partenariat avec le Togo. Et pour cela, des accords de prêt et de dons ont été signés ce mardi entre ces trois partenaires techniques et financiers et le ministère de l'économie et des finances. Et ce financement permettront d'étendre les réseaux électriques de la ville de Lomé et renforcer celui des pistes rurales dans les zones de production du coton, du café et du cacao. Nous reviendrons en détail sur ces différentes signatures de prêts et de dons dans nos prochaines éditions. Conformément à l'article 21 de la loi organique numéro 2004-021 du 15 décembre 2004 modifié, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a adopté le 10 novembre 2017 la décision numéro 11/HAC/17 portant modalité de création et d'exploitation des organes de presse en ligne. Elle confère à la presse en ligne une existence légale en attendant les modalités de la loi sur le code de la presse et de la communication en cours de relecture. Cette décision adoptée après concertation avec les professionnels des médias en ligne vise à combler le vide juridique sur la création et l'exploitation des organes de presse en ligne. Elle définit l'organe de presse en ligne et en fixe les conditions de création et d'exploitation. À cet effet, les organes de presse écrites en ligne sont soumis à une déclaration auprès de la HAC, tandis que les organes de presse audiovisuelle, web radio et web TV sont soumis à une autorisation de la HAC. Le président de la HAC invite tous les organes de presse en ligne à prendre les dispositions nécessaires en vue de la régularisation de leur situation dans les plus brefs délais, conformément aux modalités prescrites par la décision. Et c'est un communiqué donc de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Bientôt les élections au Togo et dans le Pendjal Ouest, l'ONG Action Solidaire pour la promotion des droits de l'homme travaille déjà en amont. Une sensibilisation des populations leaders communautaires avec le soutien du ministère en charge de la formation civique sur la paix et la non-violence sur des élections apaisées a été organisée. Le compte rendu sur place avec la correspondance de Désiré. L'année 2018 s'annonce comme une année électorale au Togo, une consolidation de la démocratie et l'élément fondamental de celle-ci. Les élections qui se traduisent par des votes libres, justes et apaisés pour donner une légitimité aux dirigeants sont souvent des périodes sensibles qui troublent la paix dans la plupart des démocraties en évolution comme le Togo. Dans le Pendjal Ouest, l'ONG Action Solidaire pour la promotion des droits de l'homme, ASPDH, va à la rencontre des populations. Une sensibilisation dans l'objectif de renforcer la participation citoyenne, la culture de la paix, la non-violence en période électorale et par là consolider la démocratie électorale. Notre action est d'anticiper
par l'éducation, la formation et la sensibilisation des populations pour que s'approprient la culture de la non-violence, la culture du vivre ensemble. Parce que nous constatons habituellement que c'est le déficit d'information qui apporte ces mots dont nous venons de parler. Et donc, nous aurons au cours donc, de cette journée à faire l'ouverture et après nous aurons à faire une formation à l'endroit des leaders communautaires. Effectivement, nous aurons également à accompagner au niveau des cantons les CVD. Justement, un accompagnement avec le soutien du ministère en charge de la formation civique qui met à la disposition des cantons de la jeune préfecture de Kouendial-Ouest du matériel d'assainissement pour aider à embellir le cadre de vie des populations, contribuant ainsi à éviter les maladies. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Je vous souhaite une excellente suite de nos programmes. Au revoir.